Bonsoir à tous. Donc, c'est vrai que dans les crèches, les enfants sont soumis à des niveaux sonores importants. On va voir de par les jouets sonores en particulier, et on va voir qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en compte dans cette ambiance sonore. Donc nous, de notre côté, au Centre d'information et de documentation sur le bruit, on a mis en place ce projet parce que depuis, on va dire, à peu près 2 ans, de plus en plus de crèches nous interpellent sur l'environnement sonore. C'est-à-dire qu'ils ont tous les ans une journée pédagogique et donc les thématiques abordées en général c'est l'espace, l'alimentation de l'enfant, etc. Et de plus en plus il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour le bruit parce que donc les salariés sont soumis à des hauts niveaux sonores et donc face à cette demande qui était de plus en plus importante, on s'était dit qu'il était intéressant de répondre à celle-ci et on va voir comment. Donc, comme on l'a dit, dès la naissance, l'environnement sonore du bébé permet à l'entourage, permet de communiquer et à l'enfant de découvrir un peu son impact sur le monde, par évidemment sa production sonore. C'est aussi l'occasion d'être stimulé et de se construire pour l'enfant. L'environnement sonore lui permet aussi de se repérer dans l'espace et dans le temps à travers les activités qu'il peut mener ou que son entourage mène, c'est-à-dire par exemple la préparation des déjeuners ou des moments pour dormir. Donc il y a une diversité des sources sonores à la crèche. C'est d'abord les productions sonores des enfants. La crèche est d'abord les pleurs, les cris, les vocalises des enfants, les expressions de joie et de colère. C'est aussi, comme on a vu, des jouets sonores de toutes sortes. Et puis c'est aussi un endroit où on communique entre adultes, mais aussi entre enfants et adultes. C'est aussi un endroit où les bruits de manipulation sont beaucoup présents parce que souvent un même espace sert à la fois pour le manger, pour le coucher, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements, de bruits d'impact liés à cette mise en place. Il y a aussi beaucoup, enfin selon les crèches, on va le voir, une diffusion sonore qui peut être importante, une diffusion de musique et autres. Et puis aussi, on a la présence de bruits d'équipement liés à l'activité de la crèche, des machines à laver, des sèche-linges, des mixeurs pour la préparation des repas, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une diversité des sources sonores présentes à la crèche. Et donc c'est un environnement qu'on pourrait qualifier quand même de bruyant, avec quelques moments de calme relatif. Et les moments les plus bruyants sont quand même les moments où il y a des transitions entre le moment où on va se laver les mains pour aller déjeuner, etc. C'est aussi les activités qui réunissent beaucoup d'enfants qui vont être producteurs de bruit. Et puis on va voir aussi une évolution temporelle, c'est-à-dire que les fins de journée vont être plus bruyantes parce que les enfants en groupe vont commencer à être fatigués, donc ça va se ressentir aussi au niveau de l'ambiance sonore. Et lorsqu'un enfant pleure, ça fait aussi parfois contagion, donc là aussi les niveaux sonores peuvent augmenter. L'attente des repas peut être bruyante, les enfants crient beaucoup, pleurent dans cette attente parce qu'ils ont faim. Et le repas lui-même est aussi très producteur de bruit, dans la mesure où il y a les bruits de couverts, les bruits de choc, d'impact, des chaises, etc. Et puis aussi un autre moment qui est très sonore, c'est l'arrivée et le départ des enfants. Et donc les parents essayent de savoir comment s'est passée la journée. Donc quand il y a plusieurs parents qui arrivent en même temps, ça peut être compliqué à gérer pour le personnel de la crèche. Donc tous ces moments sont plus sonores que les autres, et les autres sont quand même sonores, mais on parle de calme relatif. Alors les effets perçus chez l'enfant de ces niveaux sonores importants, on voit que quand les niveaux sont importants, il y a une excitation et une augmentation du tonus chez le bébé. Il y a une fatigue qui se met en place et parfois une difficulté à trouver le sommeil et parfois même un manque de sommeil. Pour les plus grands, on voit qu'il y a un manque d'attention et de concentration. Ils deviennent plus irritables et puis il faut gérer plus une agressivité, voire des conflits entre enfants. Si donc cette ambiance sonore perdure dans le temps, il peut y avoir même un désintérêt pour le langage, alors que c'est quand même un levier de connaissance et de socialisation pour l'enfant.
Et quand les niveaux sont vraiment très très importants, on voit que les enfants se mettent en retrait. Il y a un arrêt des vocalisations et une baisse donc, des productions sonores. Et on sait que l'enfant il est plus vulnérable au stress que l'adulte parce que justement il n'a pas cette capacité à faire face à ces situations et à s'adapter à ces situations. Pour l'adulte, l'adulte se plaint aussi des effets du bruit à la crèche. C'est souvent des maux de tête qui sont évoqués, une fatigue intense. C'est aussi l'obligation de forcer la voix pour se faire entendre et comprendre. C'est aussi des troubles de l'audition avec la carrière. Plus le personnel de la petite enfance reste, a une carrière importante dans les crèches, plus on voit des pertes d'audition aussi. Et puis c'est une gêne, une insatisfaction. C'est des gens qui au départ sont passionnés par ce qu'ils font et petit à petit ils ont envie de changer d'emploi et d'être ailleurs parce que les niveaux sonores sont tels que c'est difficile à vivre. Donc les communications sont perturbées, les interactions aussi. Ils se sentent moins disponibles pour les enfants et puis moins patients surtout face aux enfants lorsque les niveaux sonores sont importants. Et il y a une difficulté en dehors du travail aussi, chez soi, à supporter le moindre bruit. Beaucoup de salariés disent qu'ils s'interdisent à leurs enfants d'écouter la télé ou de mettre la musique fort lorsqu'ils rentrent chez eux. Donc on voit que toute cette accumulation, toute cette énergie sonore accumulée dans la journée va faire que l'individu va avoir des effets sur sa santé, sur sa motivation au travail. Voilà, donc pour dresser un peu les effets. Ensuite, dans la méthodologie qu'on a employée pour intervenir dans ces crèches, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir que chacun réfléchisse de son côté en amont sur l'environnement sonore dans lequel il vit au travail. Et donc, du coup, on a élaboré un questionnaire d'enquête qu'on a fait passer à l'ensemble des salariés des crèches pour qu'ils décrivent l'environnement sonore qu'ils entendaient, c'est-à-dire les sons, les moments de la journée pendant lesquels ils entendaient, est-ce que c'était agréable, désagréable pour eux, les effets que ça évoquait chez eux et sur les enfants. Donc, dans un second temps, on est arrivé pour faire une journée pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut aussi un minimum d'informations pour changer les choses dans l'environnement sonore de la crèche. Donc, c'était une conférence qui visait à comprendre un peu la perception sonore à la fois de l'enfant et de l'adulte, et puis de comprendre les effets du bruit sur la santé, les effets extra-auditifs et extra-auditifs. Et donc, des pistes d'action étaient évoquées pour améliorer l'ambiance sonore. Donc, à l'issue de cette conférence, c'était proposé des groupes de travail pour permettre à chaque équipe de réfléchir ensemble à la perception sonore, les sons perçus comme agréables, désagréables, et puis les actions possibles dans chacune des crèches, chaque espace étant spécifique de par les sonorités entendues et le groupe avec lequel ils travaillaient. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que donc, on donne de l'information, mais c'est chacun qui décrit ses sources de nuisance, la gêne, et ensuite c'est eux qui prennent la décision de faire des actions derrière, ces actions étant censées diminuer la gêne dans leur espace de travail et améliorer aussi évidemment la qualité de vie des enfants à la crèche. Ensuite, donc, des actions pouvaient être évoquées, voire mises en place pour certaines. Et 6 mois après, nous sommes revenus sur le site pour voir quels ont été les freins et les leviers du changement, qu'est-ce qui a pu être mis en place et qu'est-ce que ça a donné en termes d'amélioration perçue, et sinon, pourquoi ça n'a pas pu être mis en place. Ensuite, ça se terminait par une conférence débat auprès des parents cette fois, parce que les parents, à l'arrivée d'un nouveau-né, sont dans une fenêtre temporelle de changement qu'il faut absolument exploiter en termes de prévention. C'est important de leur indiquer les effets sur la santé du bruit, notamment un exemple tout bête, de dire que passer l'aspirateur pendant qu'un enfant dort, certes il ne va pas se réveiller, mais ça a un impact quand même sur son sommeil. Ce genre de choses peut être important aussi comme information à transmettre. Donc utiliser un peu cette fenêtre temporelle de changement pour donner ce genre d'informations.
Et donc, une petite conférence de 2 heures avec l'ensemble des parents de la crèche, avec en amont une exposition dans la crèche de quelques semaines qui permettait déjà aux parents de sensibiliser individuellement aux effets du bruit sur la santé. Donc, finalement, l'objectif du projet était double. C'était d'un côté de faire prendre conscience aux salariés du rôle de l'environnement sonore à la crèche, de leur production sonore aussi, et puis de la perception différente selon chacun de cette ambiance sonore et des moyens d'y faire face. Et puis dans un deuxième temps aussi d'essayer de focaliser sur une éducation au sonore pour permettre aux plus jeunes de sélectionner certaines informations sonores et de rejeter d'autres et de permettre une maîtrise en quelque sorte de l'écoute pour ne pas subir l'environnement sonore. Donc, dans ces discussions, dans ces groupes de travail, il y a eu toute une réflexion sur les choix des jouets bruyants, on en parlait à l'instant. Donc, c'est une réflexion sur la qualité des activités qui peuvent se faire à la crèche et des jouets qui sont mis à la disposition des enfants. Alors, le conseil général, c'est évidemment, avant d'acheter un jouet, d'écouter le bruit qu'il émet et si le son est tel qu'il est plus fort que la voix, ne pas l'acheter évidemment d'une voix criée. Privilégier les jouets où on a un contrôle et où on peut supprimer faire évoluer le volume ou le supprimer. Donc ça, c'est possible dans les crèches où on achète les jouets en magasin. C'est en général, dans les crèches, on achète les jouets sur catalogue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen d'évaluer les niveaux sonores de ces jouets. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste comme alternative dans ces cas-là? C'est que donc l'achat du jouet, une fois que les piles sont usées, le jouet va être mis de côté et les piles ne vont pas être renouvelées. Donc, il y a une sélection aussi des jouets à tenir à disposition, suivant le moment de la journée. Ils se sont rendus compte que les niveaux sonores étaient tels que c'était parce qu'il y avait pléthore de jouets, sonores, pas sonores, et le fait de sélectionner certains jeux seulement, de donner petit à petit certains jeux à disposition des enfants, faisait aussi baisser le niveau sonore perçu. Donc ça, c'était important aussi. Et c'est vrai que les enfants aiment à produire des sons, et donc essayer de faire en sorte que pendant certaines périodes plus calmes, par exemple au retour de la sieste, où les niveaux montent petit à petit, essayer de faire en sorte là encore de mettre une quantité d'informations, une quantité de jouets pas trop importante pour ne pas arriver encore à une surenchère des niveaux sonores. Alors, utiliser aussi dans les discussions, c'est arrivé aussi, c'est de dire que finalement, les jouets sonores, c'était une chose, on enlevait les piles, donc ils n'étaient plus sonores, mais le mieux quand même, c'était d'utiliser des objets du quotidien. Dans toutes les crèches, ce qui est assez marrant, c'est que tous les enfants jouent avec une voiture sur les radiateurs. Ça a le don d'énerver tous les personnels des crèches, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et donc, parce qu'il y a une résonance peut-être par rapport aux radiateurs, dans les canalisations, etc. Enfin voilà, je ne connais pas après l'idée exacte pour laquelle ils font ces actions, mais en tout cas, ils aiment entendre ces sons-là. Donc, pourquoi pas utiliser des objets du quotidien pour produire certains sons. Et puis aussi la diversité des gestes pour obtenir les sons, c'est important que on peut appuyer, on peut faire rouler, on parlait tout à l'heure de faire rouler la voiture sur le radiateur, secouer, presser, mais aussi souffler, frotter, remuer. Enfin, on a peu de... La gestuelle est très pauvre finalement avec les jeux sonores qu'on a. Et déjà, Nicolas Fries, dans les années 90, il avait fait une étude sur les jouets sonores et il avait montré qu'il y avait très peu de gestuels liés à ces objets. Donc, finalement, avec des objets du quotidien, on peut plus y arriver qu'avec des objets qui sont dits sonores en soi. Donc, essayez aussi d'identifier les sources sonores, en fait, donner du sens. Même si l'enfant ne comprend pas forcément le sens tout de suite, on l'a vu tout à l'heure, mais quand même donner des mots au son. Par exemple, une porte qui claque, dire à l'enfant « Ah, la porte, elle a claqué ». Et donc, tu as eu peur, mettre un sens à tout ça, à chaque émotion produite, pour que l'enfant puisse qualifier avec le temps, pas tout de suite peut-être, mais son environnement sonore.
Donc on est auditeur et récepteur, c'est aussi écouter et se reconnaître dans une certaine altérité, s'ouvrir aux autres. Finalement, on pense qu'on est tout seul dans notre petit monde sonore, et en discutant avec les salariés de la petite enfance, chacun s'est rendu compte finalement qu'il ne percevait pas la même chose que son voisin. Et on n'est pas égaux face au bruit, et il y a une réelle différence, et c'est produire du son. Lorsqu'on est producteur du bruit, on entend moins le bruit qu'on fait que lorsqu'on est récepteur du bruit des autres. Et donc l'idée, c'était quand une personne disait qu'elle était gênée par le bruit, de ne pas mettre par exemple de la musique toute la journée parce que ça pouvait gêner une salariée plutôt qu'une autre. Enfin, prendre en compte vraiment la diversité de perception de chacun pour vivre mieux ensemble et mieux réguler les échanges. Sinon, c'était aussi parler à la hauteur de l'enfant, parce qu'on a tendance à l'interpeller de loin, et c'est vrai que l'enfant peut ne pas réagir tout de suite parce qu'on n'est pas face à lui. Donc le visuel joue aussi sur la perception sonore. Apprendre aux enfants à s'écouter par des jeux, hein, c'est possible, et puis modérer la voix lorsqu'on leur parle. La voix de l'adulte, elle est importante aussi parce que elle peut être rassurante, surtout pour les bébés lors des adaptations. Quand ils pleurent beaucoup, ils sont dans des situations assez difficiles. Donc la voix de l'adulte va apaiser un peu les tensions chez le bébé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Permettre aux adultes de faire des pauses dans des lieux calmes pour se ressourcer. C'est vrai qu'il y a une telle énergie sonore dans ces lieux toute la journée avec des variations importantes. Qui font que les adultes sont beaucoup moins disponibles pour les enfants. Donc, si ils peuvent avoir des périodes de calme, on va dire des sas, pour leur permettre de baisser un peu les niveaux sonores et de se ressourcer, ils pourraient être ensuite plus à l'écoute des enfants. Après, au niveau des aménagements, il y a plein de choses à faire. Casser les espaces pour éviter que les enfants courent, et plus il y a d'enfants, plus les niveaux sonores augmentent. Regrouper les activités plus calmes, les localiser dans des espaces, et de la même façon les activités bruyantes. On a remarqué que plus il y avait une présence de l'adulte importante, moins il y avait du bruit aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour le déjeuner, si 4-5 enfants déjeunent ensemble et qu'il y a un adulte qui reste, eh ben, il y aura moins de niveau sonore que si les enfants sont tout seuls à table. Donc l'adulte permet aussi de réguler les niveaux sonores. Donc, dans certaines crèches, il y a des activités d'éveil à l'audition qui existent. Elles sont souvent faites, ces activités d'éveil, par des musiciens. Et c'est vrai que là, il est nécessaire aussi de les faire dans des pièces séparées pour ne pas augmenter les niveaux sonores aussi de l'ensemble des autres pièces. Encore 2 minutes, Valérie. Ok. Faire des petits groupes, ça c'est important, parce que plus on est nombreux, plus on fait du bruit aussi. Éviter les bruits de fond permanents. Dans certaines crèches, il y a certains adultes il y a une certaine peur du silence, donc ils ont tendance aussi dans leur section à mettre un fond sonore permanent. Donc ça, c'est quelque chose peut-être aussi à éviter. Essayer plutôt de faire des moments de contraste, de grave, aigu, etc. De chanter plutôt que d'écouter de la musique enregistrée. Et puis laisser le temps à l'enfant d'interagir. Le silence a du sens, donc il faut laisser le temps à la communication. Gérer les va-et-vient, c'est aussi important, donc par des aspects techniques, tout bête, de rabotage, éviter des allées et venues, bien gérer donc les allées et venues en amont pour ne pas avoir encore une augmentation des niveaux sonores. Et puis on peut imaginer mettre des matériaux absorbants aussi, des tapis, des patins en feutre sous les tables, des nappes pendant le déjeuner pour éviter d'entendre les bruits de couverts, des balles de tennis pour les crèches qui n'ont pas forcément les moyens d'investir pour atténuer les bruits d'impact des chaises et des tables. Traiter évidemment acoustiquement les locaux par des plafonds suspendus. Bon, il y a pléthore d'actions possibles. Et puis surtout pour la construction de nouvelles crèches, prendre l'acoustique dès l'amont du projet pour éviter justement des situations de rattrapage qui peuvent être ensuite liées à un surcoût et puis dommageables ensuite.
En conclusion donc, améliorer la qualité de l'environnement sonore à la crèche passe par des solutions à la fois organisationnelles, structurelles et communicationnelles. Et c'est vraiment un enjeu important pour l'épanouissement des enfants et aussi pour la qualité de vie des salariés au travail. Et puis je pense aussi qu'une éducation à l'environnement sonore permettra aux enfants, mais aussi aux adultes, une meilleure maîtrise donc de leur production sonore, et de ne pas subir, de ne pas être victime des bruits, et de pouvoir les choisir. Voilà, je vous remercie. Merci Valérie. On peut déplorer et souligner quand même, Valérie, qu'il n'y a aucune législation en ce moment pour dans la construction des crèches, hein, donc aucune législation sur l'acoustique même des crèches. Hein. On l'a aujourd'hui sur les bâtiments scolaires, nouveaux, hein, uniquement nouveaux, mais pas sur les crèches. Voilà.